Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, j'avais envie de revenir sur mon parcours avec les TCA, dont je vous avais parlé dans le premier épisode, et de revenir sur toutes ces étapes, ces épreuves de façon chronologique. Donc je préfère le dire tout de suite, dans cet épisode, on va aborder les thèmes du rapport au corps, de la minceur, on va aussi parler d'anorexie, on va parler de compulsion alimentaire. Donc je préfère le dire dès le départ un peu comme un trigger warning entre guillemets. Voilà, il y a des thèmes entre guillemets un peu sensibles qui vont être abordés dans l'épisode. Donc si jamais vous ressentez que ça va être un petit peu compliqué pour vous à ce niveau-là, n'hésitez pas à zapper cet épisode ou à l'arrêter évidemment si à n'importe quel moment durant votre visionnage ça devient difficile ou inconfortable pour vous. Je vais découper cet épisode qui à mon avis va être assez long en plusieurs chapitres et on va commencer tout de suite avec le premier chapitre qui est le besoin de minceur a toujours été là. Quand j'étais petite, j'étais très mince et je l'ai toujours été en étant enfant, voire même maigre à certaines périodes. J'ai vraiment grandi en pensant que être mince ou vouloir le rester, en fait, c'était un peu un standard dans la vie. C'était comme le fait de vouloir avoir de l'argent. Ça me paraissait logique quand j'étais petite que tout le monde, en fait, voulait être mince, que tout le monde cherchait à être mince, que encore une fois, la minceur était une sorte de standard et je pense que c'est une des raisons principales qui a fait que je n'ai jamais, jusqu'à récemment, remis en question ce souhait, cette envie, ce besoin d'être mince ou de le rester. Parce qu'en fait, je percevais ça vraiment comme quelque chose de positif, en fait. C'était dans ma tête tout à fait logique et tout à fait normal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ma mère a toujours été, enfin en tout cas du temps que moi, enfin depuis que je la connais, depuis ma naissance, a toujours été très mince, voire même maigre à certaines périodes. Et j'ai grandi aussi avec ce modèle-là, puisque en règle générale, les enfants ont pour modèle leurs parents et en général, encore une fois, c'est une généralité que je fais, je le précise, une fille va plutôt prendre pour modèle sa mère et un garçon va plutôt prendre pour modèle son père, même si, encore une fois, il peut y avoir des exceptions à ce niveau-là, mais c'est assez classique, entre guillemets, d'avoir pour modèle le parent qui est du même genre que nous. Donc j'avais comme modèle quelqu'un qui était très mince, mais également quelqu'un qui ne mangeait pas forcément comme les autres, puisque ma mère a toujours d'ailleurs des troubles digestifs, de la difficulté à digérer certaines choses. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ses problèmes de santé, mais du coup, j'ai inconsciemment, dès le plus jeune âge, associé certains aliments avec la santé, le fait d'être mince, etc. etc. Le fait que ce soit un modèle est ce qu'on devrait faire. Vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est un point qui est important. Au-delà de ça, j'ai vraiment le souvenir d'avoir grandi avec des discours assez négatifs concernant la nourriture. J'avais vraiment dans la tête cette idée que grossir en soi, prendre un petit peu de poids, c'était pas foncièrement mal, mais grossir beaucoup ou faire un certain poids ou avoir un certain physique, c'était mal, c'était mauvais pour la santé, voilà, c'était vraiment pas bon pour nous. Et donc du coup, il fallait contrôler son alimentation, contrôler ses portions pour ne pas avoir ce genre de difficultés par la suite, pour ne pas ressembler à ça. Je me souviens que dès très très jeune, dès la primaire, ça m'arrivait de regarder les portions que mes copines à l'école mangeaient ou quand j'allais manger chez mes copines, les plats qui étaient préparés par leurs parents, ça m'arrivait de regarder les portions et de me dire mais moi si je mangeais tout ça, je serais obèse. Donc si vous voulez les petites graines du besoin de la minceur et du contrôle de l'alimentation, elles ont été plantées il y a vraiment très 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 longtemps. Dès l'enfance en fait, je pense que ça a même commencé dès la maternelle en fait.
Et pour vous donner un point de référence, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, puisque je le dis pas tous les jours non plus, aujourd'hui j'ai 30 ans. Donc vous voyez un petit peu voilà, le temps que ça représente. Je vous passe pas mal d'années, puisque là on est à peu près dans l'enfance, la maternelle, on fait un petit saut dans le futur pour arriver donc à mes 14-15 ans et l'entrée au lycée. Là on arrive vraiment sur le chapitre de l'entrée au lycée et du début, souvent je dis c'est le début de la fin pour moi à ce niveau-là, puisque c'est la période dans laquelle je tombe dans l'anorexie. Quand je suis en troisième, voilà, j'ai failli oublier comment ça fonctionnait le collège. Je me suis dit, attends, le collège c'est quoi déjà? La dernière année, c'est la troisième, oui c'est ça. Donc quand j'étais en troisième, vient le choix, je pense même qu'on commençait déjà à choisir en quatrième, vient le choix de où est-ce qu'on va aller au lycée. Parce que moi j'étais dans un collège qui ne faisait pas lycée, c'était vraiment que les 4 années de collège. Donc pour le lycée, il fallait trouver une autre école. Et mes parents ont la préférence de me mettre dans un lycée qui est un lycée de Bourges. Voilà, on va dire les choses clairement. C'est clairement le lycée le plus réputé du coin, avec une fréquentation qui correspond à des personnes très aisées financièrement. Et moi, je suis d'accord avec eux pour aller dans ce lycée-là. J'ai toujours été une très bonne élève, toujours parmi les premiers de la classe. À ce moment-là, mon éducation, ma formation, c'est très important. Et je vais visiter le lycée, je trouve qu'il est très bien. C'est important pour moi d'aller dans une très bonne école, donc je suis d'accord. Le seul petit bémol, entre guillemets, c'est que tous mes amis du collège, sans exception, vont dans un autre lycée. Donc je sais qu'en allant dans ce lycée-là, je vais me retrouver, entre guillemets, toute seule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces amis-là que j'avais, en partie, c'était des amis que j'avais depuis la maternelle. Puisque j'avais retrouvé dans mon collège la plupart de mes amis de la maternelle et de la primaire. Donc c'est vraiment des personnes avec qui j'ai évolué depuis très 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 longtemps. Donc, l'été avant de rentrer au lycée, dans ce nouveau lycée où je ne connais personne, déjà, ce truc-là, l'idée d'arriver dans ce lycée me stresse. Il faut savoir que à l'époque, il y a 15 ans, je ne suis pas vraiment la même personne qu'aujourd'hui, dans le sens où, là, aujourd'hui, je vous filme des vidéos, je mets des épisodes de podcast, je suis sur les réseaux sociaux. À l'époque, je suis je suis une adolescente qui est très timide, très réservée, qui n'a absolument pas confiance en elle, qui n'a pas d'estime d'elle, et qui est un petit peu, toujours un petit peu dans son coin, qui se dévoile un petit peu et qui s'affirme un petit peu quand elle est avec ses amis, mais sinon, en société, je suis très réservée, timide dans mon coin, etc. Donc, l'idée d'arriver dans un nouveau lycée où je ne connais personne, c'est vraiment stressant pour moi. Donc, l'été qui précède, je commence déjà un petit peu à me réfugier dans la nourriture pour compenser, entre guillemets, ce stress. Évidemment, à 15 ans, je ne me rends pas compte de ce que je suis en train de faire, en fait. Je me rends même pas compte, c'est inconscient. Je me rends pas compte que je mange un peu plus au goûter, je mange un peu plus de sucreries. C'est a posteriori que j'ai pu analyser tout ça, que je me suis rendu compte de tout ça. Donc déjà, avant d'arriver au lycée, avant la rentrée, j'ai pris un petit peu de poids, mais vraiment c'est très léger. Et j'arrive au lycée, malheureusement, je me retrouve dans la pire classe de seconde de tout le lycée. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des personnes de mon collège qui étaient venues dans ce lycée-là. C'était pas mes amis, mais il y avait des personnes que je connaissais comme ça, que j'avais côtoyées. Malheureusement, dans ma classe de seconde, je me retrouve que avec des personnes de mon ancien collège que j'aime pas particulièrement. Les personnes un petit peu, pas très sympathiques, voire parfois limite des personnes un peu profil harceleur, voyez, ceux qui embêtaient tout le temps tout le monde, voilà, c'est ces personnes-là.
Et parmi les personnes, parce que ce qu'il faut savoir, ce que j'ai pas précisé, c'est que le lycée dans lequel j'arrive, il y a un collège. C'est collège et lycée. Donc quand j'arrive en seconde, les gens de ma classe se connaissent déjà pour la majorité parce qu'ils étaient ensemble au collège dans cette même école. Donc moi j'arrive sans mes amis, dans une classe où les seules personnes que je connais sont des personnes pas très sympathiques et le reste, ils sont pas du tout accueillants, ils se connaissent déjà, ils sont déjà en groupe, ils en ont rien à faire. Heureusement, je rencontre une autre fille dans ma classe qui vient déjà de cette école, qui vient déjà du collège de la même école, mais qui a tous ses amis dans les autres secondes. Donc elle aussi se retrouve toute seule. Et par chance, il y a également, enfin je dis par chance, il y a également 2 redoublants qui du coup se connaissent mais qui ne connaissent pas les autres personnes. Donc au début, quand j'arrive au lycée, c'est très 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 difficile. Parce que heureusement, il y a cette fille dans ma classe avec qui je me lie d'amitié, et par la suite les redoublants, parce que au début, j'avoue que les redoublants m'intimident un petit peu, donc du coup je vais pas facilement vers eux au début, mais par la suite, surtout un des 2 est devenu un de mes meilleurs amis. Mais au début c'est très très dur, parce que vraiment j'accuse le coup. Il y a le changement d'école, le fait que mes amis sont loin, et qu'on a beaucoup moins de contacts. On peut pas trop se voir vraiment régulièrement parce qu'on est vraiment dans des lycées qui sont assez loin l'un de l'autre. Je me retrouve dans une classe, les gens sont pas du tout accueillants. Vraiment, en fait, je suis dans une position où je n'ai pas envie d'aller au lycée. Je me sens vraiment isolée. C'est vraiment très 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 compliqué d'être là-bas. Et donc, quand je rentre le soir après l'école, mon goûter, c'est mon sas de décompression. Donc, avant, peut-être que, je sais pas, quand j'étais au collège, au goûter, je mangeais peut-être une tartine avec de la pâte à tartiner. Et là, au lycée, j'en mange une, puis 2, puis 3, puis je prends des chocobons. Et puis au bout de plusieurs semaines, j'ai pris pas mal de kilos. Pas mal de kilos. Je sais pas, j'en avais peut-être pris 4 ou 5. Et ce qui se passe fort heureusement au bout de quelques semaines, c'est que je commence à prendre mes marques. La fille qui est dans ma classe, qui avait ses amis dans les autres secondes, me fait rencontrer ses autres amis. Donc, je commence vraiment à m'intégrer avec d'autres personnes. Je commence à bien me lier d'amitié, comme je le disais, avec un des redoublants avec qui je prends le bus le matin. On s'entend super bien, ça devient vraiment un ami. Et donc, ça devient plus facile. Je commence à plus avoir envie d'aller au lycée, etc. Ça se passe mieux. Et donc, je me dis, là, il serait peut-être temps, déjà, à ce moment-là, je prends conscience de la prise de poids. Et je me dis, il serait peut-être temps que je fasse quelque chose pour les perdre, parce que ma mère m'a acheté des vêtements à la rentrée, pour la rentrée. Et il commence à être un petit peu serré, j'ai du mal à rentrer dedans. Donc, je me dis, je vais faire un petit rééquilibrage alimentaire, je vais réduire un petit peu mes quantités, ça me fera perdre les quelques kilos que j'ai pris. Au début, tout simplement, je commence à réduire mes quantités. Si le matin, par exemple, je mangeais 2 tartines, et maintenant j'en mange, parce que ma mère fait son pain elle-même, donc en fait quand je dis 2 tartines, c'est quand même des grosses tartines. Là maintenant, je vais en manger 1,5 ou 1 tartine, et en fait, je réduis les quantités de mes plats, au petit déjeuner, etc., le goûter aussi. Mais au début, ma foi, ça reste une alimentation normale. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, je ne sais plus m'arrêter. Je réduis, jusqu'à ce que, au début, par exemple, je mangeais 2 tartines le matin, à la fin, je mangeais la moitié d'une tartine, et puis après, je suis passée sur les biscottes. Puis au début, je mangeais 2 biscottes, à la fin, je mangeais la moitié d'une biscotte. Quand je le dis, ça paraît ridicule, mais au début, je me souviens encore très très bien de cette période-là. Au début, je buvais du lait avec du cacao, du Nesquik, quoi. À la fin, je buvais
une sorte de poudre au chocolat de régime qu'on mettait dans l'eau. Enfin, il y avait quasiment pas de calories. C'était dégueu en plus ce truc. Donc voilà, c'est pour vous dire que, par exemple, le midi, je me rappelle très bien, si je mangeais un petit peu de pâtes, je mangeais de la purée. C'était des petits galets surgelés et on les réchauffait, ça faisait une purée. Avec, par exemple, des tranches de blanc de poulet ou du jambon. Bah, au début, par exemple, j'allais manger 2 tranches de jambon. À la fin, je mangeais une demi-tranche de jambon. Au début, je mangeais des pâtes avec mon plat. À la fin, je mangeais plus de pâtes. Et je mangeais peut-être 4 galets de purée. Donc en fait, au bout d'un moment, je mangeais l'équivalent d'un repas de régime, un repas de diète, mais sur une journée. Sachant que j'avais 15 ans. Donc j'ai quand même des besoins énergétiques importants d'adolescente, qui prend le bus le matin, qui doit marcher quand même pas mal, parce que le bus n'est pas à côté non plus de la maison pour aller au lycée, qui fait du sport au lycée. Donc voilà, c'est assez dramatique. Et surtout, au bout d'un moment, je commence à faire des malaises que personne ne voit parce que je cache mes malaises. Le plus difficile, c'était le fait de monter les escaliers parce qu'au lycée, on était au 3e étage et l'ascenseur, il pouvait être pris que par les personnes qui avaient des béquilles, un handicap, des choses comme ça. Donc, il fallait monter les 3 étages. Systématiquement, à chaque fois que je devais monter les étages, je devais soit m'arrêter en plein milieu, faire une pause, soit quand j'arrivais à l'étage, j'étais très mal. J'avais du mal à récupérer mon souffle. Il y a eu plusieurs moments, même à la maison, quand je montais les escaliers, ou quand j'arrivais dans ma chambre, j'arrivais plus à respirer. Enfin, quand je dis j'arrivais plus à respirer, je galérais vraiment à reprendre mon souffle. J'ai eu la tête qui tournait plus d'une fois. Je l'ai caché en fait en cours. J'essayais de pas montrer que voilà, je me sentais partir et j'allais m'évanouir. Donc voilà, c'était très compliqué. Le sport, à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que j'avais des douleurs tout le temps. J'ai eu des inflammations et tout ça. Je pouvais plus faire de sport. Bref, j'arrive, je pense au plus bas, je devais être à 45-46 kilos pour 1m72. Voilà. Je pense que vous pouvez vous représenter un peu la chose. C'est assez dramatique. Et quand je dis ça, c'est mon regard sur ma situation. C'est absolument pas, je tiens quand même à le préciser, un jugement des personnes qui feraient ce poids-là pour cette taille-là. C'est moi dans ma situation parce que je ne mangeais pas. Pour moi, c'est quelque chose que je vois comme dramatique. J'ai dû partir à peu près, je me souviens plus trop de mon point de départ, mais ça devait être à peu près, je pense, dans les 60 kilos, mon point de départ. Et du coup, j'ai perdu plus de 15 kilos, alors que j'en avais peut-être 3-4 à perdre à la base. Donc on en est là. Évidemment, mon médecin m'a vu plusieurs fois durant cette période. Au début, il est plutôt, il applique plutôt la méthode douce, on va dire. Et puis, à un moment donné, il est temps de serrer la vis, on va dire. Parce qu'il faut savoir que mon médecin, c'était quelqu'un de très cash. Je dis c'était parce qu'il est à la retraite maintenant. C'était vraiment quelqu'un de très cash. Donc, à un moment donné, je suis en consultation avec lui. Et il me dit, voilà, là, le poids, il est beaucoup trop bas. D'ailleurs, je me souviens d'une fois que j'avais dû me peser, je devais faire un certain poids, moi je savais que j'étais en dessous et je cherchais des moyens de peser plus lourd sur la balance pour ne pas me faire complètement trucider. Enfin bref, je pourrais vous raconter plein de détails comme ça, mais bon, si je le fais, l'épisode va durer 3 heures. Donc du coup, je suis en consultation avec lui, en face de lui, et puis il me dit, là maintenant, ça devient beaucoup trop grave, entre guillemets. Donc, il y a 2 options qui s'offrent à toi. Je te laisse deux choix, en fait. Soit tu reprends du poids et tu remontes à au moins 55 kilos, qui était médicalement le minimum par rapport à ma taille, pour être en bonne santé. Soit je te fais interner et tu vas y passer plusieurs mois et
tu vas rater les cours, du coup, forcément, parce qu'on va pas pouvoir faire les deux en même temps, n'est-ce pas? Donc, tu vas redoubler ta seconde. Ou alors, il y a une troisième option aussi, c'est si tu ne fais ni l'un ni l'autre, ce qui t'attend, c'est la mort. Parce que moi, j'ai une patiente qui est anorexique depuis plusieurs années et qui vient de décéder il y a quelques jours. Donc là, ce qu'il me dit à ce moment-là, déjà, il dit deux mots qui agissent comme des déclics, on va dire, qui sont des déclencheurs chez moi, c'est mort et redoubler. Ce qu'il faut savoir que, mort, je vais pas l'expliquer, évidemment, vous avez compris pourquoi, mais redoubler, pour moi, c'est inenvisageable. Ça fait depuis la maternelle que je suis parmi les meilleurs élèves, je n'ai jamais redoublé de ma vie. Pour moi, ce concept n'est pas, ça ne matche pas avec ma personne. Redoubler, c'est pas quelque chose qui est envisageable dans ma tête. Donc, à la lumière de ça, il me reste qu'une seule possibilité, c'est de reprendre du poids. Donc, je recommence à manger un petit peu plus. Au début, c'est quand même très difficile. Je me souviens que ça s'est pas fait tout de suite parce que au tout début, je fais quand même de la résistance pour reprendre du poids. Et puis à un moment donné, je me fais quand même, on va dire, violence. Enfin, je me force quand même parce que je sais ce qui me pend au nez, parce que je connais mon médecin. Alors, est-ce que finalement, il a été un petit peu menaçant et il aurait jamais fait? Peut-être. Mais à l'époque, moi, je veux pas dire qu'il me faisait peur, il me faisait pas peur, mais il était... il était très cash en fait. Il était, moi, je voulais pas le tenter en fait. J'avais pas envie de prendre le risque de me dire oui, mais non, mais en fait, il bluffe. Non, je préfère le croire sur parole quand même. Du coup, comme je me force à remanger, je reprends du poids assez rapidement et tout le monde me lâche la grappe. Le problème, c'est que la petite voix de l'anorexie, elle est toujours là. Parce que je le rappelle, l'anorexie, c'est une maladie mentale qui a des conséquences physiques, qui a des conséquences qui se voient, et pas l'inverse, comme certaines personnes ont tendance à faire l'amalgame. Le problème, c'est justement qu'on n'a pas traité ça à l'époque. On n'a pas traité l'aspect mental à l'époque, et moi, avec mon cerveau d'adolescente, je pense que l'anorexie, c'est simplement le fait de pas manger assez ou d'avoir arrêté de manger ou de plus vouloir manger. Donc, très naïvement, je me dis, maintenant je remange, il n'y a plus d'anorexie. Voilà, c'est tout. Sauf que, et je ne dis pas ça pour blâmer qui que ce soit, je pense qu'à l'époque, j'aurais dû avoir un suivi psy assez costaud avec un thérapeute, psy, peu importe, spécialisé dans les TCA, l'anorexie, peu importe, mais vraiment, quelqu'un de taille. Parce que je me souviens avoir vu 2 psys, je me rappelle plus dans quel contexte exactement, je suis plus sûre à 100%, donc je voudrais pas dire de bêtises, et comment vous dire, il y en a une qui m'a dit que si j'étais anorexique, c'est parce que je voulais absolument attirer l'attention des gens. Je voulais absolument que la lumière soit sur moi. Et il y en a une autre qui m'a dit que si j'étais anorexique, c'est parce que je voulais m'effacer le plus possible et prendre le moins de place possible jusqu'à être quasiment invisible. Comment vous dire ? Moi, je veux bien qu'on avance des théories comme ça un petit peu farfelues. Mais il faudrait peut-être à un moment donné au moins se concerter. Il faudrait au moins qu'il y ait quand même une certaine cohérence d'un psy à l'autre. Parce que là, on est quand même sur des choses qui sont totalement opposées et qui du coup ne vont pas ensemble. Voilà, bon. On était un petit peu finalement sur de la psychologie de comptoir, n'est-ce pas ? Qui en plus était pas mal culpabilisante, surtout pour la première, et surtout dans cette analyse, si on peut appeler ça comme ça, il y avait à aucun moment il était sujet de justement la vision de la minceur, le rapport à la minceur. J'ai vraiment l'impression que j'ai eu une analyse comme ça à l'emporte-pièce de trucs complètement génériques sans qu'on cherche à vraiment analyser pourquoi je m'étais retrouvée dans cette position-là,
mais réellement quoi, pas simplement en essayant de me mettre une étiquette ou des phrases toutes faites. Et justement pour revenir sur cette notion de de visibilité, invisibilité, être le centre de l'attention, etc. Bon, il n'y a aucune des deux qui était véridique, mais il y a quand même un sujet par rapport à ça, qui est que, et ça je l'ai compris bien après, je me souviens que au moment où j'ai perdu énormément de poids, je traverse la cour et il y a des filles de ma classe qui sont assises sur des bancs dans la cour et qui ne m'adressent quasiment jamais la parole à part pour me demander en quelle classe on est ou si j'ai un stylo à prêter et qui là me disent « Waouh, mais Mégane, t'es super maigre, tes jambes, c'est trop beau. » Et ça a été, à mon sens, un point d'ancrage de la croyance « j'ai plus de valeur en étant mince ». Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais précédemment, auparavant, les gens de ma classe, du lycée en règle générale, pour eux, j'étais invisible. C'est pour ça que c'est très drôle qu'il y ait une des psys qui disent que j'étais anorexique pour être invisible. Je l'étais déjà, madame. Donc, ça n'a pas trop de sens, ce que vous racontez. Mais ça n'a pas plus de sens de dire que je voulais être le centre de l'attention, parce que c'est ce que la personne en question avait dit. Je m'en rappelle encore, parce qu'en fait, c'était pas du tout ça. Surtout à l'époque, jamais été quelqu'un qui voulait être le centre d'attention. Au contraire, j'ai toujours préféré être discrète dans mon coin. Voilà, j'ai toujours été un petit peu comme ça. Donc, encore une fois, c'était même très mal me connaître que de dire ça. Simplement, je pense que pour mon cerveau, étant donné que on a intrinsèquement ce besoin d'appartenance à un groupe qui est très important parce que pour notre cerveau qui est encore le même structurellement que celui de l'âge de pierre, de l'époque des chasseurs-cueilleurs, à l'époque, faire partie d'un groupe, c'est survivre. Et ne plus faire partie d'un groupe, être exclu, être rejeté, ça veut dire, ça représente un danger pour notre survie. À l'époque, on survit mieux quand on est en groupe. Quand on se retrouve tout seul, on est livré à soi-même et donc ça augmente le danger pour notre survie. Ça représente une menace pour notre survie. C'est comme ça que notre cerveau réfléchit. C'est notamment pour ça qu'on a autant de mal à se débarrasser de la peur du rejet. Parce qu'en fait, notre cerveau associe encore le rejet à un danger pour la survie. Donc, le fait que, en arrivant dans ce lycée avec personne qui n'intègre les nouveaux, personne qui ne cherche à me parler, etc., dans les gens qui se connaissaient déjà, etc., mon cerveau l'interprète comme un rejet, finalement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment, et tout ça c'est inconscient, hein, je vous raconte ça maintenant parce que je l'ai travaillé, je l'ai analysé, mais sur le moment quand j'ai 15 ans, je me rends pas compte de tout ça. Hein. Au moment où j'ai perdu beaucoup de poids, et les gens forcément le remarquent, alors ne remarquent pas forcément les gens de ma classe que j'ai perdu du poids, mais ils remarquent que je suis très maigre. Parce que justement pour certaines personnes, j'étais tellement entre guillemets invisible, parce que certaines personnes ne me calculaient tellement pas qu'ils ont même pas remarqué qu'au début de l'année je pesais beaucoup plus. Pourtant quand on perd un bon 15 kilos, sachant en plus qu'on est déjà assez mince à la base, 15 kilos quand on n'a pas énormément de poids à perdre, ça se voit quand même beaucoup. Mais ce qu'ils ont surtout remarqué, c'était la maigreur qui m'a valu d'être remarquée par les filles de ma classe qui me calculaient pas, mais que
voilà, les filles populaires qui s'habillaient bien, etc. Bah, là, d'un seul coup, me calculer juste parce que j'étais maigre. J'avais aussi d'autres personnes dans ma classe qui remarquaient que j'étais pas très bien, que j'avais des petits malaises en sport. J'avais mon voisin de classe parce qu'on était assis par ordre alphabétique, donc on pouvait pas choisir en fait à côté de qui on était assis. Et j'avais mon voisin de classe qui commençait entre guillemets un petit peu à s'inquiéter parce que j'avais tout le temps froid. Enfin, on voyait que ça n'allait pas quoi. Mentalement, je donnais l'impression que tout allait bien, mais physiquement, on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est là que mon cerveau associe encore plus la minceur avec la valeur. Parce que, très simplement, inconsciemment, au début, quand peu de gens me calculent, quand personne me calcule, etc., automatiquement, dans mon cerveau d'adolescente, la raison c'est si on me calcule pas, c'est que je suis pas intéressante. En plus, il faut savoir que, comme je le disais à l'époque, j'ai pas du tout confiance en moi, très peu d'estime de moi, je ne me trouve pas intéressante, je ne me trouve pas drôle, je ne me trouve pas belle. Enfin, voilà, c'est tout à fait logique. À ce moment-là, l'explication de pourquoi je me retrouve toute seule à certains moments, enfin, heureusement qu'il y avait le redoublant et cet autre ami. Mais il y a des moments où je me retrouve un peu seule, notamment je me souviens qu'il y avait des midis où eux ils avaient des cours en plus que moi j'avais pas et donc vraiment je me retrouvais toute seule le midi. Mon cerveau l'interprète comme c'est parce que t'es pas assez en fait, c'est parce que t'as pas assez de valeur. Donc là le fait que en apparence les choses changent parce que les gens commencent à me parler et je commence à presque me lier d'amitié avec des gens qui me calculaient pas avant. Et la seule raison, c'est que maintenant je suis maigre, en fait, automatiquement, mon cerveau associe maigreur avec valeur. Et c'est même pas seulement ça, c'est maigreur égale valeur, égale je ne suis pas rejeté du groupe, égale mon sentiment, mon besoin d'appartenance à un groupe est comblé, égale ce n'est plus une menace pour ma survie. Et c'est à ce moment-là que je commence à vraiment faire dépendre ma valeur personnelle du fait d'être mince inconsciemment. Évidemment, le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, que dès l'enfance, j'avais déjà cette certaine vision de la minceur, évidemment, ça n'a pas aidé. Enfin, ça a clairement facilité la chose. Le truc, c'est que comme je vous disais, ce lien entre anorexie et valeur, je l'ai pas compris sur le moment. Je l'ai compris bien après, beaucoup plus récemment. Donc, à ce moment-là, je n'ai rien fait pour couper ce lien parce que j'en avais même pas conscience. Enfin, encore une fois, je vous redis, encore une fois, pour moi, l'anorexie, c'est juste pas s'alimenter assez, ne pas vouloir manger assez, et quand on remange, on n'est plus malade. Dans ma tête, c'est ça en gros, à 15 ans. Je suis persuadée que les choses auraient pu être différentes si il n'y avait pas eu tout ce... Et c'est pour ça que j'ai bien insisté là-dessus. S'il n'y avait pas eu tout ce... Comment dire, si ça s'était pas passé comme ça en arrivant au lycée. C'est normal pour un adolescent, quand on arrive dans une nouvelle école, on a besoin d'être intégré. On a besoin de se faire des nouveaux amis. Ça permet de répondre à notre besoin d'appartenance à un groupe. C'est tout à fait normal. Donc, quand il se passe ça, quand il y a cette interprétation par mon cerveau que là, il y a un rejet, en fait, du groupe, donc une sorte de danger, une menace, et que le fait d'être maigre est perçu par mon cerveau comme cette menace n'est plus, automatiquement, ça donne beaucoup trop de valeur au fait d'être maigre. Et puis, avec cet épisode, il y a aussi la notion du contrôle. À ce moment-là, quand j'arrive au lycée, j'ai aucun contrôle sur rien. Je me sens complètement démunie. Je suis obligée d'être dans un lycée dans lequel j'ai pas envie d'aller. Je suis obligée d'être dans une classe avec des gens qui ne me parlent pas, qui ne m'intègrent pas.
qui me font même me sentir mal. Je ne peux pas changer de classe, je ne peux pas changer de lycée, je ne peux pas changer qui je suis, quoique je pourrais changer à quoi ressemble mon corps. Je pourrais changer mon alimentation, je pourrais maigrir, je peux contrôler ce que je mange, ce à quoi mon corps va ressembler. En mangeant moins, en contrôlant mon alimentation, d'une certaine façon, je trouve quelque chose, je trouve une chose sur laquelle, là, je peux avoir du contrôle, sur laquelle je peux reprendre du contrôle, alors que j'en ai pas de façon globale sur toutes les autres, sur tous les autres sujets, à tous les autres aspects. J'ai enfin du contrôle sur quelque chose dans une situation globale où j'ai absolument aucun contrôle et je ne fais que subir. Et ça a été le point d'ancrage de mon addiction au contrôle, qui est une problématique centrale dans les TCA. On passe maintenant au chapitre suivant, qui est le chapitre de l'après-anorexie. Une fois que je commence à remanger, là, ça devient vraiment compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en apparence, je reprends du poids, etc. Ouais, c'est génial. Tout le monde me laisse tranquille, super. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des moments où c'est comme si mon cerveau m'ordonnait de manger quelque chose, et quand je commence à le manger, je ne peux plus m'arrêter. J'ai compris des années après qu'il s'agissait de crise de compulsion. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans la restriction, et notamment pendant très longtemps, comme ça a été mon cas ? Moins on a mangé, moins on a couvert nos besoins énergétiques, nos besoins de nourriture, plus notre cerveau va déclencher les mécanismes de motivation, les mécanismes qui vont nous motiver à aller chercher de la nourriture. Sauf que il va pas nous motiver à aller chercher des carottes ou du céleri. Non, il va vouloir qu'on aille chercher des choses sucrées, des choses caloriques, parce qu'il sait, entre guillemets, que ça va nous permettre de combler nos apports, nos besoins en apport énergétique beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Toutes les privations, parce que toute cette période de restriction, de manger très très peu pour le cerveau, pour le corps, ce sont des privations, lui les interprète comme de la famine. S'il considère qu'on a manqué de nourriture par le passé, ou qu'on risque de manquer à nouveau de nourriture dans le futur, il va nous pousser à surconsommer de l'énergie, à consommer vraiment beaucoup, des grosses quantités de nourriture et de préférence des choses très caloriques, pour pouvoir faire des réserves et prévenir ces futures périodes de famine ou refaire ces réserves, parce que je le rappelle, le gras qu'on stocke, en fait, ce sont des réserves d'énergie. Le gras qu'on stocke, c'est peut-être perçu par la plupart des gens comme quelque chose d'inesthétique, donc comme quelque chose entre guillemets de négatif, mais à la base, si notre corps stocke du gras, c'est pas pour nous embêter. Ça a vraiment une fonction physiologique, c'est pour justement qu'on puisse avoir des réserves d'énergie au cas où à un moment donné il y a les réserves sont épuisées et qu'il faut qu'on survive, parce que je vous rappelle que notre corps, notre cerveau, comment il fonctionne aujourd'hui, c'est un fonctionnement qui date de l'époque des chasseurs-cueilleurs où la nourriture, elle n'était pas tout le temps disponible, puisque là, nous, aujourd'hui, on a des magasins qui sont ouverts quasiment tout le temps. C'est assez facile de se procurer de la nourriture. Si on a de l'argent pour en acheter et qu'on a la possibilité de se déplacer, ça va être très facile d'avoir de la nourriture. Elle est en abondance partout. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Ils pouvaient passer 3, 4, 5 jours sans manger. Donc quand il y avait une source de nourriture qui était disponible, il fallait en manger le plus possible, stocker du coup l'excédent sous la forme de gras pour que quand il n'y avait plus de nourriture disponible, on n'arrivait pas à trouver des animaux à chasser, etc. Et ben là, on avait cette réserve d'énergie qui pouvait être mobilisée pour qu'on puisse survivre. Donc mon cerveau, qui considérait à juste titre que j'avais manqué de nourriture par le passé et que
je risquais de manquer de nourriture dans le futur également, puisque même si je remangeais pour reprendre du poids, parce que j'avais pas trop le choix, j'avais toujours en tête cette idée qu'il fallait que je sois maigre et que à un moment donné, j'allais reperdre le poids que j'étais en train de reprendre. Mon cerveau a anticipé qu'il allait avoir une famine à venir et m'a donc poussé à consommer à certains moments le plus de calories possible, et évidemment ça se dirigeait, ça se tournait vers des produits sucrés, caloriques, etc. Évidemment, à ce moment-là, je comprends pas tout ça, hein. Là, tout ce que je vous explique là, je l'ai compris bien plus tard. Mais sur le moment, quand je suis en train de le vivre, je comprends pas tout ce qui m'arrive. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi je peux manger la moitié d'un paquet de gâteaux alors que j'ai même pas hyper faim et que je viens de manger. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à aller me coucher sans avoir mangé plein de trucs de l'armoire à gâteaux, de la pâte à tartiner, etc. Sinon, je peux pas aller me coucher. Est-ce que mon cerveau me laisse pas tranquille? C'est va manger du chocolat, va manger des trucs sucrés. Et forcément, je culpabilise. Parce qu'en plus, ma mère, par exemple, remarque que elle vient d'acheter un nouveau paquet de gâteaux, il y a déjà la moitié qui a été mangée, qu'on vient d'ouvrir un nouveau pot de Nutella et qu'il y a déjà la moitié du pot qui est parti. Donc je me fais presque engueuler par ma mère à ce moment-là, que je ne blâme pas parce que elle non plus, elle ne comprend pas en fait ce qui se passe. Donc, en plus de ça, il y a de la culpabilité. Moi, j'ai mon estime de moi qui était déjà très basse. J'en avais un petit peu plus avec la maigreur, mais là, comme je suis en train de reprendre du poids, mon estime de moi, il y en a plus. Et en plus, il y a la honte qui s'ajoute à ça. Donc, autant vous dire que cette période-là, elle est absolument terrible. Et puis, au bout de quelques mois, c'est quand même pas mal de temps, hein, je dirais que ça a commencé à se stabiliser peut-être courant de l'année de première, ça a bien pris 1 an quand même, hein. Ça a été quand même assez compliqué pendant, moi je dirais à peu près 1 an. Je commence à me stabiliser, je commence à avoir finalement une alimentation à peu près normale, avec toujours ce truc dans ma tête de je devrais être plus mince, je devrais perdre quelques kilos, mais je cherche plus activement à les perdre, et finalement, ça va être un petit peu comme ça pendant une bonne dizaine d'années. En fait, ce qui se met en place, c'est que, du coup, donc pendant ces quelques dizaines d'années, je me stabilise à peu près toujours, au même poids, à 3-4 kilos près, hein. J'ai des périodes en fait où je mange à peu près normalement, des périodes où je vais être en mini restriction parce que, je sais pas, il y a des vacances qui arrivent, je fais toujours un petit régime avant les vacances, quand il y a un événement particulier. Puis il y a des périodes où je mange un peu plus parce que il y a plus de sorties, il y a plus de trucs comme ça, donc je remange un peu plus. Et en fait, je fais une sorte de mini yo-yo, en fait, si vous voulez. Et encore que, bon, je sais même pas si on peut l'appeler comme ça, mais moi, je considère à ce moment-là, déjà, que je ne suis absolument plus malade, puisque pour moi, l'anorexie, c'est une histoire du passé. Et surtout, je me dis que c'est tout à fait normal, finalement. Qui n'a pas envie de se sentir bien quand on a des vacances et qu'on doit aller à la plage? Donc pour moi, c'est tout à fait normal de perdre un petit peu de poids à certains moments, de faire des petites diètes, et puis après de remanger un peu plus, parce que comme on s'est un petit peu restreint, c'est normal de se rattraper un petit peu après, donc je mange un petit peu plus, je reprends un peu plus de poids. Et puis il y a des moments où, au-delà de ça, je vais prendre un petit peu, je vais reperdre. Enfin, pour moi, tout ça, ça ne m'alarme pas, parce que je trouve ça normal. En fait, à ce moment-là, je me dis, c'est tout à fait logique. On perd quand on a pris un petit peu, on est un peu plus serré dans ses vêtements, on perd un petit peu. Et puis comme c'est toujours l'histoire de quelques kilos et des diètes, des régimes qui sont vraiment pas très longs. Parfois, je faisais attention pendant 2-3 semaines. Donc franchement, c'était pas terrible. Et du coup, je me rends pas compte qu'en fait, on est toujours un peu dans le même mécanisme que dans ce truc de restriction-compulsion qu'il y a eu donc avec l'anorexie et le post-anorexie. On est toujours dans le même mécanisme, mais en beaucoup moins important.
en fait, finalement. Donc comme moi je trouve ça normal, ça m'alarme pas. Et j'ai absolument pas à ce moment-là le sentiment d'avoir des TCA ou une problématique à résoudre. Ça qu'il faut bien comprendre, entre guillemets, c'est que pour moi, l'anorexie c'est de l'histoire ancienne, et maintenant, j'ai une alimentation normale en fait. À aucun moment à ce moment-là, je me dis, j'ai encore un problème alimentaire. Parce que sinon, à ce moment-là, tous les gens autour de moi ont un problème alimentaire, parce que je vois plein de gens faire des petites diètes un petit peu attention. J'ai des copines même qui me disent allez, là je me remets au sport, je mange moins parce que j'ai pris un peu de kilos et tout. Donc pour moi, c'est normal. Et puis on entame le chapitre suivant que j'ai intitulé l'après-Covid et la prise de poids progressive. Parce qu'en fait, après le premier confinement, en 2020, je commence à prendre quelques kilos tous les ans sans les perdre, en fait, sans chercher vraiment activement à les perdre. Je fais un petit peu plus de sport à certaines périodes, un peu moins, parce que dans les 10 années environ précédentes, j'ai commencé à faire du sport et tout ça. Et je me dis quand même à un moment donné qu'il va falloir faire quelque chose, mais voilà, c'est pas vraiment mon sujet à ce moment-là, c'est pas vraiment ma priorité. J'ai plein de choses, plein de projets, plein de trucs à travailler, beaucoup de boulot et tout. C'est pas vraiment mon sujet du moment. Et puis, l'été 2022, ce sont les premières vacances, enfin c'est la première fois que je repars en vacances après le Covid, enfin depuis le Covid, depuis le confinement. Et là, je me dis, ah ouais, quand même, par rapport à avant, voilà, je rentre plus dans certaines robes, certaines tenues de vacances, entre guillemets, que je pouvais mettre avant. Je me dis, ah ouais, ce serait bien quand même de perdre quelques kilos, voire même pas mal, avant de partir en vacances cet été. Je le fais, je suis même encore à la diète pendant les vacances. Et quand je rentre chez moi, donc été 2022, là, je remange plus. Évidemment, toujours le même mécanisme qu'avant, mais encore une fois, sur le moment, je m'en rends pas compte. Mais là, je mange vraiment beaucoup plus. Et j'ai senti aussi que cette diète que j'ai pu faire en 2022, pour les vacances, elle était plus difficile et je me sentais beaucoup plus dans la restriction que les autres petites diètes que j'avais pu faire durant les 10 années précédentes. Et moi, je pense vraiment que c'est à ce moment-là que ça commence à partir un petit peu en cacahuète, réellement. À nouveau, je me dis que c'est normal. J'ai été pas mal en restriction, je remange beaucoup plus en rentrant. Finalement, c'est le même schéma qui s'est produit à chaque fois. Donc, je m'inquiète pas. Après, quand je rentre, le truc, c'est que il va s'ajouter à tout ça plein d'autres choses. Et je vous épargne beaucoup de détails parce que sinon, là déjà, l'épisode va être très long. J'espère que ma batterie va tenir jusqu'à la fin. Mais l'épisode, sinon, il va durer 3-4 heures. Si je vous rentre dans tous les détails, mais grosso modo, étant donné que à ce moment-là, j'ai 2 jobs, je fais quasiment plus de sport parce que j'ai assez peu de temps libre et j'ai pas mal de stress, alors pas de l'anxiété, mais j'ai pas mal de stress au niveau de mon corps, de cortisol, parce que j'ai en fait beaucoup de pression, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets, beaucoup de trucs, ça va un peu dans tous les sens. J'ai une vie qui est ultra active, donc du coup, inconsciemment, je compense aussi avec l'alimentation. J'ai une alimentation qui est beaucoup émotionnelle à ce moment-là, enfin je suis beaucoup dans l'alimentation émotionnelle à ce moment-là. Je prends pas le temps de bien cuisiner, donc je fais des trucs un peu à la va-vite. Voilà, mon alimentation, elle est pas forcément ultra optimisée. Et il y a vraiment ce truc de l'alimentation qui joue un peu comme au début au lycée, un peu ce rôle de réconfort, de sas, de décompression. Quand je rentre de mon job en entreprise, j'ai été sur la fin, puisqu'après je suis partie. Je travaillais, je partais à 7h et je rentrais à 19h. Donc autant vous dire que quand je rentrais
chez moi, j'avais ni l'énergie pour faire du sport, ni pour préparer un repas qu'il fallait mijoter, etc. Non, c'était je mangeais ce qui me passait sous la main. Même parfois, j'allais faire des courses juste avant, prendre un repas pour le soir. Un truc rapide. Et même parfois, je mangeais plus que mes besoins, je pense, par compensation, émotionnellement, pour un petit peu anesthésier, on va dire aussi, le stress et toute la pression que j'avais, quoi. À un moment donné, quand je quitte l'entreprise et que ça commence à se tasser un petit peu, forcé de constater que là, j'ai vraiment pris pas mal de poids, en fait. Je suis arrivée à un poids inédit pour moi, puisque je suis montée à 74-75 kilos. Je vous donne une fourchette parce que je suis plus totalement sûre. Là, on est début 2023, mi-2023. Je me rends compte que là, vraiment, mon poids, c'est très très haut. Et je me dis, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose de sérieux. Je vais faire une diète, du sport. Je vais vraiment perdre tous les kilos que j'ai à perdre, que j'ai accumulés là au fur et à mesure. Et puis, un élément qui est très très important, c'est qu'à ce moment-là, ça fait déjà quelques temps que je suis vraiment dans cet état d'esprit de je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je veux vraiment être la meilleure possible sur tous les niveaux, sur tous les aspects. Et donc, ça comprend aussi, finalement, avoir le corps de rêve, avoir le corps parfait, maigrir, perdre tout le poids que je dois perdre, faire du sport pour être athlétique, etc. Il y a vraiment ce truc de je veux atteindre le truc le mieux possible que je peux atteindre en termes de physique, en termes d'esthétique. Et donc, je pense à ce moment-là que le régime, la diète, le sport, etc., c'est une excellente chose à faire. Pour moi, ça me paraît logique. La meilleure version de moi, elle a une alimentation au top, elle a un corps super esthétique, ça me paraît absolument évident et surtout, ça me paraît être le truc ultra positif et ultra normal à faire. On en vient donc au chapitre suivant, le début du régime, du fameux, le régime qui va tout changer. On est donc mi-2023, je commence une diète et au début, ça se passe très bien. Je perds du poids, pas très rapidement, pas trop rapidement. Ça se passe bien, je me sens pas frustrée, je fais un petit peu de sport, je perds les premiers kilos, ça se passe bien. Et puis à un moment donné, ça ralentit, ça devient plus difficile, ça fait plusieurs semaines que j'ai éliminé certaines catégories d'aliments, que je commence à avoir faim, que ça commence à être difficile au niveau de l'énergie, etc. Mais moi j'ai encore, dans ma tête, j'ai encore tellement de kilos à perdre que je peux pas m'arrêter là, quoi, c'est pas possible. Et j'ai des moments, ce que je vais qualifier des moments de relâchement, où je mange un petit peu moins bien, où je sors de ma diète, où je stagne un petit peu, voire même je reprends quelques centaines de grammes. Et donc je me dis, là je vais pas pouvoir continuer à perdre tous les kilos que j'ai à perdre, entre guillemets, c'est moi qui ai décidé ça de façon arbitraire, en continuant avec cette alimentation-là et cette diète-là, puisque cette diète-là, elle me fait bloquer, entre guillemets. Donc je cherche ce que je dois changer dans mon alimentation. Parce que je me dis, là, si ça bloque, si ça ralentit, si ça va pas, c'est que le problème, c'est ma diète, en fait. Et puis, à un moment donné, donc ça dure un certain temps, ce schéma-là, et puis à un moment donné, je baisse trop mes calories, j'élimine trop d'aliments, ma restriction devient trop importante, et donc c'est, comme vous l'avez compris, la compulsion qui revient. Et moi, encore une fois, à ce moment-là, je suis persuadée que vouloir être mince pour devenir la meilleure version de moi-même, etc., c'est normal, c'est ce qu'il faut faire, c'est positif. Donc à aucun moment, je ne suis en mesure de remettre ça en cause. Pour moi, l'explication ne peut être qu'alimentaire, en fait. Ça ne peut s'expliquer que par la nature des aliments, l'organisation de mes repas, etc., qui est à revoir. Je me renseigne auprès de médecins, d'experts de nutrition, notamment américains, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont un peu pignon sur rue et tout ça,
qui disent qu'il faut éliminer certaines catégories d'aliments, parce qu'en plus c'est mauvais pour la santé, parce que dans cette optique aussi de devenir la meilleure version de soi, d'optimiser sa vie, etc., j'ai aussi ce truc de la santé qui devient presque à un moment donné une obsession, je m'en rends pas compte sur le moment, mais qui va me faire tomber dans l'orthorexie, en plus du besoin de maigrir et tout ça, où je développe presque une angoisse à l'idée de manger certains aliments, tellement j'ai entendu que c'était ultra mauvais pour nous, ça entraînait des maladies, etc. J'en viens même à culpabiliser, c'est un terme qui est important, parfois de vouloir manger certaines choses, parce que c'est ce qui se passe en fait. C'est que au fur et à mesure, j'élimine des trucs, j'ai une certaine diète, et en fait, j'arrive à perdre du poids, mais je reprends toujours un tout petit peu derrière, parce que mon cerveau me lâche pas la grappe, quoi. Il veut me pousser à manger des trucs sucrés, des trucs industriels, des trucs qui sont, entre guillemets, à ce moment-là, je considère que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour ma santé, etc. Et sur le moment, il y a même une partie de moi qui se dit, est-ce que c'est encore un problème d'alimentation, que je mange pas les bons aliments, etc. Est-ce que c'est même un problème de volonté ? Et je me dis, il faut que je combatte cette petite voix dans ma tête qui me dit d'aller manger des trucs sucrés, etc. parce que c'est pas bon pour moi. Et en fait, bien plus tard, je comprends que c'est absolument ni une question de volonté, ni une question d'aliments en eux-mêmes. C'est simplement que mon cerveau était en train d'essayer d'assurer ma survie en me poussant à respecter mes besoins énergétiques, mes besoins en nourriture. Donc fin 2024, je suis à peu près à 63-64 kilos, j'ai perdu un bon 10 kilos au total net, et là je me dis, moi j'en ai un petit peu marre, c'est pas assez, je voudrais perdre encore plus, et puis je voudrais être capable en fait de tenir une diète pendant, 6, 7, 8 semaines, 2 mois, 3 mois, peu importe, sans que mon cerveau me donne envie d'aller manger des trucs sucrés, des trucs industriels, etc. Et là, je tombe sur des contenus, des mêmes médecins experts en nutrition, etc., qui ont pignon sur rue, qui disent que le grand ennemi et le grand coupable, c'est le sucre. C'est le sucre et ce sont les produits industriels parce qu'il y a plein de dérivés du sucre pas ouf dedans, des trucs un peu chimiques et tout ça, des mauvaises substances, des trucs transformés qui sont pas bons pour nous et c'est ça le grand coupable. Donc je me dis, super, je vais écouter les experts, c'est ironique évidemment, et je vais arrêter le sucre. Et attention, je reviendrai là-dessus plus tard sur le podcast dans un autre épisode, mais je suis pas en train de dire que le sucre en fait c'est génial et que je suis pas dans un discours aujourd'hui qui est l'extrême opposé du discours que je vous transmets là, pas du tout. Justement, aujourd'hui, j'ai juste un point de vue qui est beaucoup plus nuancé. Mais je suis pas en train de nier que, entre guillemets, il y a certains produits, notamment ultra transformés, qui sont mis en cause par rapport à certaines maladies, par rapport à certains trucs. Je suis pas en train de remettre en cause ça, hein, c'est important que je le précise quand même. Et donc, du coup, je décide à ce moment-là d'arrêter le sucre, d'arrêter les produits industriels. Et au début, on passe au chapitre suivant que j'ai intitulé « Le déclencheur de l'urgence ». Au début, ça se passe absolument... ça se passe très bien, en fait. Au début, j'ai pas ce qu'on appelle ces cravings, en fait. Ces envies de sucrer, ces envies de trucs industriels. Au début, j'en ai pas. Donc je me dis, waouh, ok, j'ai peut-être trouvé le truc en fait. C'était peut-être ça la réponse depuis le début. Si t'as toujours des envies de trucs sucrés, en fait, fallait peut-être juste supprimer le sucre. Ça paraît presque logique par rapport à comment notamment ces médecins-là l'avaient expliqué. Et puis, vient le moment où je pars en vacances. Et pendant mes vacances,
je suis dans une restriction assez importante. J'ai envie de dire sans le vouloir, mais bon, je vais pas lutter non plus. Sous couvert de il fait très chaud, j'ai pas trop envie de manger, j'ai pas très faim, parce qu'on était aussi un peu avec le décalage horaire, on était assez décalé. C'est vrai que moi j'avais pas très très faim pour être honnête, et pas trop envie de manger non plus, parfois je me forçais un petit peu. Mais j'aurais pu manger des choses plus caloriques. Non, là j'ai quand même mangé des trucs assez light à ce niveau-là. Et en fait, je suis quand même dans une restriction qui est assez importante maintenant, quand je le vois a posteriori, pendant ce séjour. Je rentre chez moi, et là, quand je vous dis que mon cerveau ne me laisse pas tranquille, c'est terrifiant à quel point il me laisse pas tranquille. C'est-à-dire que c'est tellement une obsession de manger, enfin que mon cerveau veut me pousser à manger des trucs sucrés, des trucs industriels, que même la nuit, dans mes rêves, dans mes cauchemars, je mange des trucs industriels. Je mange des tartines de Nutella dans mes rêves. Mon cerveau me persécute à ce moment-là. Faut en avoir conscience, c'est de la persécution, c'est du harcèlement. C'est-à-dire qu'à chaque moment de la journée, et même la nuit, c'est « va manger des trucs sucrés, s'il te plaît, je t'en conjure ». C'est ça que mon cerveau me transmet. Et donc, à un moment donné, évidemment, ça craque, mon cerveau prend... Enfin, à ce moment-là, on a la partie consciente, comme je vous dis à chaque fois, la conscience ne fait pas le poids par rapport au subconscient. Ce que le cerveau veut absolument que vous fassiez, donc la partie subconsciente, dans tous les cas, c'est toujours lui qui va gagner. Donc, on retourne encore dans ce truc de, comme il y a une restriction avant, il y a une forme de compulsion derrière. Et là, à ce moment-là, moi, je me sens totalement, entre guillemets, désemparée. Parce que je pensais avoir trouvé le truc. C'est ce que je vous disais dans le premier épisode de podcast. Je pensais avoir trouvé le truc. La réponse, c'était censé être le sucre. Donc là, je me retrouve encore à nouveau dans le même schéma et je me dis, c'est pas possible. Ça peut pas être ça la réponse. Il y a un truc, il y a une pièce du puzzle qui me manque en fait. Je sens que il y a un élément, une connaissance, un truc, un pont, un lien, un machin que j'ai pas. Voilà, il y a un élément qui me manque pour vraiment saisir d'où vient le problème. À ce moment-là, comme je vous l'avais expliqué, et je pense que c'est absolument pas un hasard, évidemment, je tombe sur donc la chaîne de celui qui m'accompagnera par la suite, et je comprends qu'en fait, le problème, c'est mon envie même de maigrir. La chose que je ne pouvais pas envisager de remettre en cause à la base, puisque pour moi, c'était quelque chose de positif, c'était un standard de vie de vouloir être mince, c'était logique et normal de vouloir perdre ses kilos, se sentir bien sur la plage, se sentir bien tout court, qu'en fait, à aucun moment, j'ai remis en cause ce truc-là. Et je comprends à ce moment-là que c'est ça le problème. Je comprends tous les mécanismes, tout ce que je vous ai expliqué là, en fait, et encore, il y en a d'autres que je vous ai pas détaillé parce que ce serait beaucoup trop long, mais je comprends toutes ces choses-là. Et surtout, en fait, je me rends compte que tout ça, ce sont des choses que je sais du cerveau et tout ça, mais je les ai jamais connectées à ce sujet de la minceur et de l'alimentation. Et j'avais toujours regardé ça sous le prisme de c'est un problème des aliments. En fait, je ne consomme pas les bons aliments, peut-être pas au bon moment, par rapport à la glycémie, tout ça. Donc, je me renseignais, je voyais le truc avec cette dimension-là. Alors qu'en fait, ce que notamment Haïdar m'a apporté, c'est vraiment de faire des liens entre mes comportements, l'alimentation que j'avais, les comportements liés à l'alimentation que j'avais, et ces éléments par rapport au cerveau, aux besoins physiologiques, au fonctionnement du corps, etc. Ça m'a permis de faire des liens entre tout ça et du coup de faire des connexions que j'avais pas forcément. Et c'est là qu'on entame le chapitre suivant et notre dernier chapitre, la guérison. Je fais alors quelque chose que je n'avais même pas envisagé avant, remettre en cause le désir d'être mince. Et si la solution, c'était pas tout simplement d'arrêter la diète et d'arrêter de chercher à maigrir? Et si finalement, être mince,
c'était pas un standard de vie et c'était même pas un besoin. Et là, à ce moment-là, les bras m'en tombent parce que ça fait presque 30 ans que j'ai cet état d'esprit de la minceur, c'est un standard, c'est vraiment l'idéal. J'ai toujours préféré être mince, je me suis toujours considérée plus esthétique en étant mince, etc. Et c'est censé être normal. Je suis tombée dans le piège de mal faire en voulant bien faire, en pensant bien faire. Dans le piège d'ignorer, de ne pas respecter mes besoins physiologiques en voulant m'optimiser, en voulant devenir une meilleure version de moi-même, la meilleure version de moi-même. En voulant maigrir, prendre soin de moi, être en bonne santé, et donc en étant dans la restriction, en éliminant des aliments pour ce faire, en fait j'ai mis mon corps en PLS. Donc là je comprends tous ces mécanismes, je comprends que mon cerveau, le pauvre, en fait il essayait juste de combler mes besoins, d'assurer ma survie, et que moi je lui ai rendu la tâche super difficile, que j'ai absolument pas d'addiction au sucre, et surtout que même dans les périodes où au niveau de mes calories, au niveau de mes quantités, je mangeais quand même plutôt bien, en fait, pendant très longtemps, j'étais dans une restriction mentale. J'étais dans une restriction cognitive, physiologique, émotionnelle, parce que j'évitais des aliments, j'avais même supprimé complètement des choses, parce que je culpabilisais en mangeant certaines choses, et mon corps pensait qu'il y a une famine qui allait arriver à tout moment, parce qu'à chaque fois que je me disais, bon allez, là, par exemple, ce week-end, j'ai un peu plus mangé, lundi, je me reprends, je me remets dans ma diète, je reprends ma diète stricte, en fait, le cerveau comprend, ok, à partir de lundi, c'est la famine. Donc du coup, il faut que je fasse en sorte qu'elle mange un maximum maintenant pour stocker, pour faire des réserves, parce que dès lundi, c'est reparti, la famine, la restriction, la privation, et moi, je suis en PLS parce que comment je fais pour assurer les besoins avec ça, quoi. En fait, le cerveau considère la restriction factuelle des calories dans l'assiette et la restriction mentale ou la restriction future, la restriction projetée, le fait de se refuser certaines catégories d'aliments ou d'anticiper qu'on va se mettre à la diète ou qu'on va reprendre la diète, etc. En fait, pour lui, ça, c'est exactement la même chose. Ça veut dire famine à venir, besoin pas comblé, et il faut que je fasse en sorte de faire des réserves et de stocker pour prévenir ça. Donc à partir de là, je comprends ce que je dois faire. Je comprends aussi, je saisis l'importance de tout ce qui va devoir changer par rapport à ça, parce que on parle quand même d'une vision de la minceur qui date depuis l'enfance, d'un état d'esprit par rapport à tout ça qui date de l'enfance. Il y a aussi tout ce sujet du coup par rapport à l'anorexie et tout ça. Et donc je saisis qu'il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire. Moi je commence déjà de mon côté à travailler sur tout ce qui est justement acceptation du corps, la vision de la minceur, la valeur, à identifier tout ça, à analyser, à retrouver les liens. Et puis je me dis que de façon globale, que ce soit pour l'alimentation ou pour le reste, ça sera toujours mieux si je peux être accompagnée donc par Haïdar, parce que je sens qu'il y a tellement de choses à désapprendre, il y a tellement de réflexes à faire sauter, de réflexes à remplacer, que ça serait beaucoup mieux que je sois encadrée, accompagnée dans ce processus-là, parce que j'ai vraiment envie de bien faire les choses et de faire ça correctement, parce que vraiment là, il faut tout reprendre au niveau de comment je perçois l'alimentation, la nourriture, même la nature des ingrédients, etc. Donc tout ce que j'ai appris par rapport à la santé, je dois le mettre de côté, pas le nier, le mettre de côté pendant un temps. Je dois considérer que chaque aliment est totalement neutre, ne plus mettre des étiquettes sur les aliments. Je dois m'autoriser à manger ce que je veux, quand je veux et en n'importe quelle quantité. Je dois accepter de grossir, je dois dépasser une certaine peur de grossir.
ou aussi dans mon cas une peur de ne pas être mince ou de ne plus jamais être mince, je dois accepter qu'on ne peut pas décider, on n'est pas censé décider du poids qu'on est censé faire parce qu'on a un poids d'équilibre biologique encodé dans notre ADN qui a été entre guillemets prédéfini par notre corps et que l'objectif c'est d'atteindre ce poids-là naturellement en laissant notre corps tranquille. C'est le poids qu'on aura quand justement notre corps considérera qu'il n'y aura plus de famine à venir et que ça sera suffisamment safe du coup pour lui et qu'il pourra libérer les réserves de gras en trop qu'il avait stocké parce que maintenant il y aura plus de danger à ce niveau-là et donc en fait c'est ce poids-là qu'on va atteindre naturellement quand on aura laissé notre corps tranquille et qu'on l'aura laissé faire les choses comme il se doit. Et en fait tout ça c'est tellement à des années-lumière de ce que j'ai pu de comment j'ai pu faire les choses et même de ce que j'ai pu croire jusque-là, puisque même le principe même de chercher à perdre du poids, il est remis en question. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose, c'est tellement pas commun que je me dis, ce sera vraiment beaucoup mieux que je sois encadrée à ce niveau-là pour faire tout ça. Donc j'ai commencé la pyramide, l'accompagnement d'Haïdar, et puis à côté de ça, j'ai aussi travaillé plus sur l'aspect vraiment acceptation de soi, le besoin de minceur, aussi justement la valeur, la beauté, l'esthétisme de façon globale. Enfin voilà, j'ai travaillé sur tout ça avec mes méthodes et ça m'a amené notamment à travailler sur pas mal de croyances que je considérais positives, qu'on considérait globalement, collectivement comme positives et qui en fait ne l'étaient pas. En fait, avec nos règles alimentaires, on s'interpose vraiment dans les mécanismes de ce tandem du cerveau et du corps qui finalement, si on les laisse tranquilles, gèrent très bien les choses eux-mêmes et notamment ce truc de la perte de poids qui ne devrait pas en fait en soi être un objectif puisque c'est le job de notre corps, de notre cerveau, de déterminer à quel poids on est censé être et de nous donner des indications pour que nous, on puisse assurer nos besoins sans non plus stocker du gras dont on n'aura pas besoin. Enfin bref, l'idée c'est vraiment de refaire confiance à son corps, parce que le corps et le cerveau étant extrêmement bien faits, ils savent très bien ce qu'ils font. Je vous reparlerai d'ailleurs, parce que ce sont des points importants, du sucre et aussi de la dopamine plus tard, probablement dans un autre épisode où je reviendrai vraiment en détail sur la guérison, comment j'ai guéri une fois que j'aurai vraiment terminé tout ça. Mais si vous avez déjà maintenant des questions où il y a des points que vous voudriez que j'éclaircisse ou quoi, n'hésitez vraiment pas à me poser vos questions en commentaire parce que, encore une fois, là, j'ai dû passer beaucoup de détails. Mais vraiment, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. En fait, pendant des années, mon corps, mon cerveau ont été tiraillés entre la restriction par besoin d'être mince et la compulsion, enfin une forme de compulsion et une forme de restriction, par besoin d'assurer les besoins physiologiques, mes besoins énergétiques, mes besoins de nourriture et me pousser à manger. Il devait assurer deux besoins qui finalement se rejoignaient autour d'un même objectif qui était la survie. Sauf que le problème, c'est que maigrir et se nourrir convenablement et assurer ses besoins énergétiques, c'est incompatible. Puisque maigrir, par définition, c'est se nourrir en dessous de ses besoins énergétiques. Donc les deux étaient incompatibles. Et c'est pour ça que je vous disais dans le premier épisode que mes deux objectifs, en réalité, étaient incompatibles. Et je terminerai l'épisode sur cette phrase pour les personnes qui éventuellement rencontrent ce type de difficultés, ont aussi ce contrôle de leur alimentation, le besoin de la minceur ou éventuellement des TCA. C'est une phrase que j'emprunte à Haïdar. Le problème, ce n'est pas vous. Vous n'avez pas un problème, c'est juste votre corps qui veut vous protéger et qui veut assurer
votre survie. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite sur Pour être honnête.